Focus Prime Alliance avec mon invité qui va se mettre bien au milieu, il ne se met pas à côté de moi. Jean-Christophe Antoine. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour. Je vous attendais avec impatience. Je n'étais pas sûr plaisir que vous réussissiez à arriver et vous êtes là. Alléluia. Jean-Christophe, vous êtes le président d'Atlante Voisin. Vous êtes un gérant d'actifs. Vous gérez des SCPI. Entre autres, des SCPI investis dans les bureaux. Et on l'annonçait tout à l'heure en ouverture. Crise sanitaire, crise économique, taux de chômage qui part à la hausse, on anticipe un taux d'occupation des bureaux à la baisse, certains parlent même d'un trou d'air sur l'immobilier de bureau, et vous dites non, nous on est confiants, et vous êtes venu nous expliquer pourquoi les bureaux ne vont pas disparaître demain. Alors, c'est une question, on vit une période incroyable, et à la période incroyable, il y a sans doute des questions incroyables. Et cette question, elle est incroyable parce qu'on a l'impression que les Cassandres prédisent le monde d'après. Et les fléaux qui vont détruire le monde d'avant. Donc ça, c'est une grande chose que l'on voit depuis tout le temps. Depuis ces derniers temps. D'accord. Mais moi, concrètement, qu'est-ce qui vous rend confiant ? Ne vous en déplaise, mais une chose, les bureaux ne vont pas disparaître. Et pour ça, je vais vous expliquer pourquoi les bureaux ne vont pas disparaître. On va évacuer le problème de suroffre. Vous parliez du suroffre et de l'augmentation du taux de vacances. Surtout, oui, avec le télétravail. J'avais 1000 mètres carrés, je me dis peut-être que 500 mètres carrés vont me suffire. Je suis plus inquiet par la récession, qui est une récession économique. Et la récession économique, on sait ce que ça produit, les effets que cela produit sur les bureaux. Donc très concrètement, il va y avoir effectivement une baisse de la demande, une augmentation de l'offre, de locaux disponibles, dans un marché qui n'était pas suroffreur, donc qui n'était pas déséquilibré. Donc déjà, on part d'une situation de base qui est plutôt saine. Ensuite, à votre deuxième question, qui est le télétravail va faire disparaître les peut-être pas disparaître complètement, mais contracter. Ma réponse va être plus nuancée. Allez. Donc déjà, n'oubliez pas pour poser le problème qu'un Français sur 5 télétravaillait avant le confinement. Déjà avant. Donc, ensuite, pendant cette période de confinement, ce qui a été majeur, c'est qu'on a vu que le télétravail fonctionnait. Donc le télétravail est efficace. Mais il a également montré ses limites. Il a été efficace parce que globalement, toutes les sociétés de services ont pu continuer à travailler et à avoir une activité qui a été relativement soutenue et intense, avec quelquefois un télétravail chez soi qui a été beaucoup plus épuisant que le travail au bureau. Et puis c'est vrai qu'on ne peut pas faire tourner une entreprise qu'avec des réunions Zoom ou Teams et à distance. Il y a une richesse du travail de groupe. Exactement. C'est les limites du télétravail, elles sont de différents ordres. C'est qu'effectivement, travailler chez soi quand vous avez une maison et que vous êtes confortablement installé, oui, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Les jeunes collaborateurs et les jeunes cadres qui sont à Paris, quand vous faisiez une conférence téléphonique, ils étaient dans leur cuisine avec les enfants qui criaient, qui criaient derrière. Donc c'est un peu compliqué pour eux, et surtout, et vous l'avez commencé à l'indiquer, c'est le lien social qui est distendu. On a ensuite une faible transmission des compétences, puisque là aussi la transmission, elle est importante dans une société, entre les jeunes et les anciens, et elle est réciproque entre les jeunes et les anciens. La transmission ne se fait pas uniquement des vieux vers les jeunes apprennent également aux vieux. Il y a l'absence d'échanges informels, qui est aussi une source potentielle d'innovation ou de gain de productivité. Du vécu de l'entreprise qui passe pas à travers Et je crois, juste pour souligner une chose sur ce télétravail... Il faut qu'on avance aussi. C'est regarder le sondage Ipsos qui est paru aujourd'hui. Il dit quoi en synthèse, ce sondage Ipsos ? Alors, si on veut retenir un chiffre, c'est 17% des Français voudraient maintenir le télétravail. 17%. La majorité veulent revenir. Que 83% ont envie de retourner à leur bureau. Quand même, sur ce marché de l'immobilier de bureau, tout ne se vaut pas. Vous êtes un professionnel. Votre œil de professionnel, de l'extérieur, qu'est-ce qui fait qu'il y a des actifs, des bureaux, dont vous dites, on va investir là-dessus, et puis qu'est-ce qui fait que certains autres actifs, vous dites, c'est peut-être bien pour le voisin, mais pas pour nous ? Alors, je pense qu'il y a une chose importante et qui vient compléter le télétravail. Et la crise sanitaire a dévoilé un certain nombre de choses. Première chose, c'est que la crise sanitaire, on a vécu pendant des années sur une densité des surfaces de bureaux. Donc on maximisait le coût au poste de travail, avec un poste de travail pour 8 mètres carrés ou pour 9 mètres carrés, où on a parlé des open space, etc. Donc ça, effectivement, il va y avoir un frein sur ces projets-là, et on va avoir une dédensification des bureaux au sein des locaux à usage de bureau. Deuxième chose, c'est le bureau considéré comme un lieu de vie.
Vous avez largement entendu que les jeunes générations veulent une qualité de vie. La dimension ISR, investissement socialement responsable, va également jouer. Et vous le voyez aujourd'hui avec les difficultés qu'éprouve la Défense. La Défense, c'est une surdensité de bureaux avec des immeubles très importants, très denses. Il ne faut rêver personne. Vous ne pouvez pas ouvrir les fenêtres. Et si aujourd'hui la majeure partie des salariés qui ne sont pas revenus sont dans des zones surdensitaires comme la Défense. Donc ça pose la question aussi des bureaux de demain. Pour vous, en tant que professionnel, la localisation géographique, primera. L'État, on peut toujours rénover. Et puis le bureau de demain, c'est quoi le bureau de demain ? Le bureau de demain, c'est de prendre la dimension sociétale et l'investissement responsable. C'est effectivement la qualité au sein de l'immeuble, les mobilités douces au sein de l'immeuble, le respect de la biodiversité au sein de l'immeuble, des immeubles à taille humaine également, mais ce qui est contre aussi la densité urbaine que veulent les municipalités, parce que vous avez noté l'artificialisation des sols, il y a un moratoire aujourd'hui sur les commerces, donc effectivement c'est un peu complexe. Mais vous avez des quartiers effectivement qui vont être mixtes entre le logement, le bureau, le commerce. On aura peut-être moins de quartiers identifiés comme uniquement tertiaires et qui vivent la journée et qui ne vivent pas le soir. Donc on va vers des écoquartiers où effectivement il y aura une vie de tous les instants. Est-ce qu'on peut illustrer très concrètement, vous évoquiez plusieurs concepts, la mobilité douce. Concrètement, c'est pas un peu du jargon de sociologue, c'est quoi? Juste, mais très concrètement, la mobilité douce, c'est quoi? La mobilité douce, je vais donner un exemple. Aujourd'hui, on voit l'inflation des vélos dans Paris. Vous l'avez constaté. Où ces vélos se garent? On râle tous contre ces vélos qui sont garés, ou ces trottinettes qui sont garées n'importe où. Quand il y a eu une recrudescence des achats de vélos chez les magasins de sport, aujourd'hui, ces vélos doivent être rangés quand vous l'avez à titre personnel. Les cours d'immeubles sont débordés, on ne peut pas ranger les vélos. Donc il se pose un problème, effectivement, d'avoir un espace qui va accueillir ces vélos, qui va permettre de brancher ces vélos quand vous êtes en recharge électrique, et ça, aussi bien pour les salariés qui arrivent au bureau qu'au niveau personnel. Et là, l'employeur doit intégrer cette dimension. Exactement. Quand il choisit ses locaux, Et l'investisseur de bureau aussi devra intégrer cette dimension. Jean-Christophe Antoine, il nous reste 3 minutes. Je vais vous demander des réponses synthétiques. On va aller à l'essentiel. Vous gérez entre autres une SCPI qui investit dans les bureaux, Épargne Pierre. Est-ce qu'on peut faire un point sur les performances, peut-être pas les performances financières, mais plutôt les performances commerciales en termes de collecte? Ça donne quoi depuis le début de l'année? Alors depuis le début de l'année, un très bon premier trimestre, mais qui est équivalent à toutes les sociétés de gestion qui ont connu un très bon premier trimestre. Donc 140 millions de collectes au premier trimestre. Deuxième trimestre, en période de confinement, qui se maintient à des niveaux relativement satisfaisants, puisque les CGP n'ont pas pu rencontrer leurs clients. Ça a été très compliqué. Le niveau de collecte, 80 millions d'euros au deuxième trimestre, donc une baisse d'environ 30 à 35% qui est normale, sachant que notre collecte se fait par le biais d'investisseurs privés, de petits épargnants. Le montant moyen de la souscription est d'environ 50 000 euros. On n'a pas de gros institutionnels qui viennent mettre 4 ou 5 millions sur notre SCPI. Donc ça vous donne une tendance, c'est globalement une baisse de 30% le total de collecte. Total d'encours, 1,8 milliard aujourd'hui sous gestion. C'est une belle société, et c'est une société qui est un acteur historique, puisqu'elle a 50 ans, donc on est relativement vieux, comme moi qui ai plus de 30 ans d'expérience dans la SCPI. Et surtout, un mariage réussi entre la province et Paris. Jean-Christophe, une question directe qui appelle une réponse directe. Je crois que dans ce Épargne Pierre, vous avez aussi des murs de commerce. Oui, bien sûr. C'est un sujet assez spéculatif. On parle du développement du e-commerce. Avec Amazon, on dit le mur de commerce est mort. Vous êtes inquiet? Vous n'êtes pas inquiet? Non, je ne suis pas inquiet. Il n'est pas inquiet. Alors, je ne suis pas inquiet. Faites-nous partager. Une chose, un pays sans commerce, c'est un pays sans vie. Première chose, c'est pareil que le lien social. Certes, Amazon, il y a une évolution. Le e-commerce, on va remettre les choses dans leur contexte. Le e-commerce, c'est 8,5% du chiffre d'affaires du commerce de détail en France. Il augmente. Pendant cette période de confinement, ce qui a été assez étonnant, c'est de voir l'évolution des ventes online. Les pure players qui vendent uniquement sur Internet n'ont pas vu leur vente augmenter. Ça a été plus 1% globalement. Les enseignes qui sont omnicanales, qui ont à la fois des magasins et qui vendent par Internet, ont vu une progression de leur chiffre d'affaires de plus 30%. Donc on voit bien que le modèle de demain, ça sera une hybridation entre le commerce physique et la vente par Internet. Mais ça ne sera pas le remplacement d'Internet par le commerce physique.
Jean-Christophe Antoine, on passe aux questions d'auditeurs. Une question de Janine. J'ai pas d'action, j'ai de l'immobilier, mon logement, une maison de campagne, plus des studios pour mes enfants. Est-ce que vous me conseillez d'investir en SCPI ou est-ce que je ne vais pas avoir trop d'immobilier? S'il vous pose la question, fatalement, vous allez lui dire oui, allez-y. Alors, non, je ne vais pas fatalement lui dire ça. Il faut une répartition de l'épargne qui soit cohérente. Effectivement, la SCPI ne doit pas représenter, son placement dans la SCPI ne doit pas représenter la majorité de son épargne. Ça ne peut être qu'une partie de son épargne. Ça dépend aussi de son âge. Soit elle veut préparer sa retraite et peut-être que l'allocation devra être supérieure sur les SCPI qui lui assureront un complément de retraite. Encore une fois, après, il y a différentes modalités de souscription, soit au comptant, soit au crédit avec déduction des intérêts, soit en démembrement. Donc elle a plein de solutions. Par contre, dans la gestion du risque, il faut qu'elle répartisse son risque et qu'elle n'ait pas tout en SCPI. Et puis une dernière question, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les rendements des SCPI se maintiennent? Je peux tabler sur quoi? Alors, ça, c'est une question très concrète. On va parler un peu argent là encore. Je vais vous répondre par rapport à notre SCPI Épargne-Pierre, qui est la plus grosse SCPI, qui fait à peu près 1,3 milliard de capitalisation. On a distribué 5,85 l'année dernière de dividendes, de rendement. La même chose l'année d'avant, donc depuis 4 ans. C'est un bon rendement. On arrive en 2020 dans une zone où effectivement on a vécu déjà la fermeture des magasins qui était très compliquée. En quelques mots, je peux vous dire qu'aujourd'hui, le scénario qu'on avait fait début avril était de dire on va être entre 5,10 et 5,40 de rendement aujourd'hui, en 2020. Donc on tient ce scénario au 30 juin. Après, je ne préjuge pas de ce qui peut se passer au deuxième semestre, qui serait exogène à notre activité. Mais on reste sur du 5. On reste sur du 5. Donc globalement, même si le rendement moyen des SCPI devrait être autour de 4 ou 4,20, si on prend toutes les SCPI, on tournera aux alentours de 5 sur Épargne-Pierre cette année. 5,30. Jean-Christophe Antoine, c'était très clair. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Excellent été. Parlons placement, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve en septembre avec une nouvelle émission. Merci à vous tous de nous avoir accompagnés. Excellentes vacances et revenez-nous en pleine forme. À très bientôt.